Bonsoir à tous. Cette semaine dans Église du Monde, coup de projecteur sur la Colombie où après 50 ans de guerre, un espoir de paix renaît. En effet, le 23 septembre à Cuba a lieu des négociations. Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC, les forces armées révolutionnaires, se sont engagés à signer un accord de paix d'ici quelques mois. Et l'Église a d'ailleurs joué un rôle dans ce processus, nous le verrons. Alors c'est une bonne nouvelle pour ce pays où la guerre civile a fait en 50 ans au moins 220 000 victimes, mais le chemin vers la reconstruction reste long. Décryptage sur tout cela avec notre invité Olivier Lagarde. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints le temps de cette émission. Vous êtes coordinateur du réseau France-Colombie Solidarité. C'est une plateforme d'ONG et d'associations françaises qui a été créée en 2012. Vous l'avez créée. Elle a notamment pour mission d'informer le grand public, mais pas seulement, mais aussi d'agir auprès des institutionnels. Alors la Colombie, c'est un pays que vous connaissez bien, puisque vous y avez vécu 3 ans. Vous étiez volontaire de Solidarité Internationale pour la fondation jésuite, le CINEP, le Centre de recherche et d'éducation populaire. Donc vous nous parlerez évidemment de ce que vous avez observé, vous, sur place. Peut-être une première approche, un panorama, peut-être simplement pour nos téléspectateurs. On a un peu des idées assez vagues sur la Colombie. On pense aux FARC, on pense à Ingrid Betancourt, bien sûr. On pense aussi au cartel de drogue. Voilà, dites-nous un peu, peut-être resituez-nous un peu ce qu'il en est, parce que c'est vrai que nous, on connaît, sur la question des guérillas, on connaît les FARC en particulier, mais ce n'est pas le seul groupe armé. Effectivement, donc ce sont des clichés qui vivent en France, en Europe. Qui ont la vie dure. Qui ont la vie dure en général sur la Colombie, effectivement. La violence, la drogue, Ingrid Betancourt à une époque, effectivement. Et c'est aussi lié au fait que c'est un pays au contexte très complexe à appréhender, à comprendre. Et c'est un des plus vieux conflits au monde. On parle souvent ici du conflit israélo-palestinien. À raison, évidemment. Mais il faut savoir que le conflit colombien dure depuis plus de 50 ans. Un conflit donc interne, une guerre civile qui oppose des groupes armés illégaux, donc les guérillas d'un côté, donc les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, il y a aussi l'ELN, l'Armée de libération nationale, et d'un autre côté, donc les paramilitaires, qu'on appelle aussi bandes criminelles aujourd'hui. Donc ces groupes armés illégaux confrontés à l'État et entre eux. D'accord. Donc, un schéma complexe, on le comprend bien. Il y a aussi la guerre de la drogue. Voilà, dites-nous un peu comment tout ça s'imbrique dans ce schéma. C'est justement quelque chose qui est venu s'imbriquer sur le conflit, qui à ses origines a plus des causes. Le conflit en Colombie repose plus sur des causes d'inégalité sociale à la base et de manque d'ouverture démocratique. Donc, dans les années 50, tout cela a été développé et s'est radicalisé sous la forme donc, des guérillas dont la création remonte aux années 60, 1964 pour les FARC. Le trafic de drogue est venu s'ajouter, alimenter ce conflit dans les années 70. C'est envenimé, les groupes armés illégaux d'un côté comme de l'autre sont devenus de vrais États dans l'État, avec une puissance financière énorme, rivalisant même avec l'État. Et du coup, tout cela a amené à une extrême violence dans les années 80-90. Donc la drogue, mais pas seulement. C'est le conflit pour les terres aussi qui a été à l'origine du conflit. Dans l'ensemble, donc tous ces trafics illégaux, mais aussi donc les intérêts économiques qui ont alimenté ce conflit. C'est aujourd'hui ça qui domine, c'est plus des intérêts économiques. Voilà, ces guérillas aujourd'hui, dans leur influence, dans leur force d'action, qu'est-ce que ça donne ? Les guérillas et donc les paramilitaires vivent énormément du trafic de drogue, effectivement. Donc sur une grande partie du territoire colombien, mais essentiellement dans l'ouest et dans le sud, les corridors de culture de cocaïne et de commercialisation vers le Pacifique, les Caraïbes. Donc ils vivent essentiellement de ça, effectivement, aussi des intérêts économiques liés au commerce des terres. Donc c'est un petit peu leur source de revenus, effectivement. En plus, dans cet aspect-là des choses, un commerce juteux, mafieux, plus que dans une démarche idéologique, politique, comme ça l'était au départ. En tout cas, c'est plus l'impression que ça donne aujourd'hui. Effectivement, il y a eu une évolution dans le conflit, évidemment, en 50 ans. Un conflit qui, à la base, était idéologique, la volonté de la prise de pouvoir par les armes des guérillas, la
la prévalence ensuite des paramilitaires pour contrer ce qu'on appelait donc les subversifs, les guérillas, qui voulaient prendre le pouvoir. Donc c'était vraiment un conflit idéologique à remettre dans le contexte évidemment des années 60 en Amérique latine, avec la révolution cubaine notamment. Et petit à petit, l'argent, les trafics ont effectivement pas forcément pris le dessus, mais en tout cas pris une part très importante. Et aujourd'hui, on peut effectivement avoir l'impression qu'on est plus dans une logique mafieuse que dans un conflit idéologique comme dans les années 60. Alors on va revenir à cette étape sans doute décisive du 23 septembre, signature d'un projet d'accord entre le gouvernement colombien et les FARC. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il faut replacer ça aussi dans le contexte historique, sachant que ce n'est pas les premières fois qu'il y a des tentatives de négociation entre les FARC et d'une manière générale les guérillas et le gouvernement, puisqu'il y a eu, pour résumer, trois grosses tentatives depuis les années 80 qui ont toutes échoué, partiellement en tout cas, ou complètement échoué, effectivement. Et le président donc, Juan Manuel Santos, qui a été élu en 2010 et réélu en 2014, a ouvert la porte au dialogue avec les FARC dès son entrée dans sa mandature. Et en 2012, en octobre 2012, donc, ont été lancés officiellement les dialogues de paix, qui ont été délocalisés à Cuba. Pour quelle raison ? Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça se passe là-bas ? Voilà, c'est un choix ça politique. Pouvait mieux se passer hors du pays ? Disons que les précédentes négociations ont eu lieu, pour la plupart, en tout cas le plus importante, en Colombie. Ça a été source d'échec, le fait que ça soit en Colombie, un peu la tête dans le guidon, si vous me permettez l'expression. Et du coup, le fait de délocaliser effectivement les négociations, permettre de parler avec plus de calme, moins d'effets médiatiques aussi sur les négociations. Donc dans la discrétion. Plus dans la discrétion, ce qui a été reproché aussi au début, puisque c'était plus du secret que de la discrétion. Donc il y avait peu de pédagogie de ces négociations auprès de la population, donc du mal à légitimer aussi ces négociations. Mais c'est effectivement un choix qui est la conséquence des échecs passés. D'accord. Alors, je le disais, l'Église colombienne, mais aussi la diplomatie du Saint-Siège ont joué un rôle important dans ce processus qui a été long. On le comprend, donc qui s'est fait en plusieurs temps. Et le pape François a d'ailleurs parlé de la Colombie. C'était le 20 septembre dernier, lors de son voyage à Cuba, durant la prière de l'Angélus à la Havane. On écoute ses propos. En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia. À présent, je sens le devoir de tourner ma pensée vers la chère terre de Colombie, conscient de l'importance cruciale du moment présent où, avec un effort renouvelé et animé par l'espérance, ces enfants cherchent à construire une société en paix. Que le sang versé par des milliers d'innocents durant de nombreuses décennies de conflits armés, sang uni à celui du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, soutiennent tous les efforts actuellement en cours, y compris en cette belle île, en vue d'une réconciliation définitive, de sorte que la longue nuit de douleur et de violence, grâce à la volonté de tous les Colombiens, puisse se transformer en un jour sans déclin de concorde, de justice, de fraternité et d'amour, dans le respect des institutions, comme du droit national et international pour une paix durable. S'il vous plaît, nous n'avons pas le droit de nous permettre un échec de plus sur ce chemin de paix et de réconciliation. Alors le pape, est-ce qu'on peut dire qu'il a joué un rôle direct dans ces négociations? Qu'est-ce qu'on sait en fait du rôle qu'a pu jouer le pape et plus largement le Saint-Siège? Alors directement, il n'y a pas un rôle de l'Église romaine et du pape en particulier, mais ce genre de discours sont évidemment très importants puisque la Colombie est un pays très catholique. Et les gens écoutent effectivement ces messages. Le pape parlait d'espérance, effectivement, c'est un mot qui revient souvent et qui a une résonance dans la tête
des gens en Colombie. Donc, de par ces discours, c'est un message très important, mais après, il n'y a pas de rôle direct donc, du Saint-Siège et du pape auprès de la table des négociations à La Havane. Alors, parce que les FARC ont souhaité le rencontrer, ça avait été dit, exprimé avant sa venue à Cuba. Ils voulaient voir le pape. Ça n'a pas été inscrit, en tout cas, dans le programme officiel du pape, mais on ne sait pas bien ce qui s'est passé, ce qu'il a pu voir ou pas. Alors, à ma connaissance, non. Il n'a pas accepté l'invitation. Il n'a pas accepté l'invitation. Voilà, de manière diplomatique, il a refusé l'invitation, effectivement. Il y a aussi d'autres acteurs. Il y a la communauté Sant'Egidio, un mouvement catholique de laïcs créé après le Concile Vatican II. Sant'Egidio est engagée en Colombie depuis la fin des années 90. Elle a accompagné depuis le début le processus de paix, comme nous l'explique Marco Impagliazzo, le président de Sant'Egidio. On l'écoute. Les FARC nous ont donné des messages, particulièrement 2 messages pour le pape, pour impliquer sa sagesse, sa foi et son poids dans les processus de paix. Nous avons consigné, moi-même, j'ai consigné au Saint-Père quand il est venu ici à Sant'Egidio l'année dernière pour visiter notre communauté, un de ces 2 messages. Et je ne peux pas dire quel est le rôle spécifique du pape, mais certainement il a joué un rôle moral et religieux très important, car le pape est beaucoup aimé en Amérique latine, pas seulement en Amérique latine, mais beaucoup écouté en Amérique latine, et donc son influence aussi de l'extérieur est très importante. En quoi ce projet est peut-être plus abouti que les précédents? Qu'est-ce qui fait la différence selon vous? Alors, il y a plusieurs paramètres. Il y a déjà, je pense, une certaine lassitude de la population colombienne face au conflit, à la violence, encore une fois 50 ans. Donc c'est plusieurs générations qui sont concernées et ces négociations de paix arrivent à un moment où vraiment les gens ne veulent plus de cette violence, de tous ces morts. Il y a aussi un fait militaire, puisque autant les FARC que l'armée, donc l'État colombien, ont peu à peu vu l'impossibilité de parvenir à leur fin par les armes. Encore une fois, j'insiste, autant l'un que l'autre. Donc ce n'est pas une reddition des FARC, c'est vraiment un processus de négociation, de dialogue. Et je crois que ça joue beaucoup, puisqu'ils sont arrivés en 2012 à la table des négociations à égalité, en quelque sorte, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Qu'est-ce qui a été mis dans la balance pour arriver à cet équilibre? C'était quoi les revendications de chacune des parties? Alors il y a un agenda qui a été discuté donc, en amont et qui a été officialisé le jour de l'ouverture des négociations. Il y a 5 points principaux à l'agenda. Donc la question des terres en premier, encore une fois qui est vraiment une des composantes essentielles du conflit, à l'origine du conflit. C'est-à-dire les FARC revendiquaient l'appropriation de certaines terres? La distribution plus juste et équitable des terres. Puisque, comme je parlais au début d'ouverture, de manque d'ouverture démocratique et d'inégalité sociale, ça se traduisait essentiellement dans une concentration des terres en Colombie au profit d'une certaine oligarchie, d'une élite. Les grands propriétaires terriens. Voilà, tout à fait. Sachant que la Colombie est un pays à ce point-là fertile, puisque c'est grand comme 2 fois la France et il y a beaucoup de terres disponibles. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est sur la question de la participation politique. Donc les FARC revendiquent un discours, comme on le disait tout à l'heure, idéologique. Donc comment traduire ce discours, non plus par les armes, mais par la vie politique. Voilà, avoir une reconnaissance dans l'espace public. Voilà, tout à fait. La scène politique. Ensuite, il y a sur la scène politique, effectivement, il y a la question, le troisième point, c'est sur la question des drogues. Donc on en parlait tout à l'heure aussi, évidemment, comment résoudre ce problème-là. Ça, c'est vaste sujet. Vaste sujet, effectivement, et qui ne concerne pas pour le coup que la Colombie, même si c'est un des principaux producteurs de cocaïne, mais qui est une problématique internationale. Et en ce sens, il y a d'ailleurs une assemblée générale de l'ONU l'an prochain sur cette question-là. Le quatrième point à l'agenda, qui a été donc, dont la signature d'un accord a été officialisée le 23 septembre dernier, c'est sur l'épineuse question de la justice transitionnelle et des victimes. Donc la réparation, juger justice, réparation, les auteurs de crimes. Tout à fait, la vérité. Ça pourrait prendre quelle forme? Alors, a priori, donc les accords ont été signés le 23 mai sur ce point-là. On se dirige plus vers... 23 septembre. 23, je ne sais pas ce que j'ai avec le 23. Donc le 23 septembre, pardon. Donc on se dirige plus vers des peines adoucies pour les personnes qui reconnaîtront leurs crimes, qui aideront à établir la vérité
et qui contribueront à réparer les victimes. Donc des peines de 5 à 8 ans, pas forcément de la prison, mais il y a aussi la solution des peines alternatives, donc, par exemple à domicile, les peines à domicile. Mais là-dessus, ça a été un très très long débat et très douloureux débat, puisqu'on parle des victimes. Pour les civils. Depuis plus d'1 an. Donc là-dessus, notamment, l'Église a joué un rôle important, l'Église colombienne, sur ce point-là en particulier. Il n'y a pas de délégué de l'Église colombienne à la table des négociations, en tant que délégué. Mais par contre, sur ce point-là des victimes, c'est l'Église colombienne qui, notamment l'an dernier, au mois d'août 2014, a permis qu'une soixantaine de victimes, non pas des représentants, mais en tout cas des groupes de victimes, puissent aller à la Havane et faire partie de la table de négociation sur ce point-là précisément. D'accord, ok. Et donc voilà, les civils, vous en parliez. Qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Enfin, là, il y a un enthousiasme. Comment est-ce que ça réagit face à cette étape-là du 23 septembre? Il y avait un enthousiasme au début, sachant qu'il y avait eu des annonces, si je me souviens bien, d'un délai assez court des négociations. On parlait de 6 mois, 1 an. Or, on en est à 3 ans. Donc après, il y a eu une certaine lassitude et une méfiance par rapport à ces négociations. Cette année particulièrement, en début d'année, il y a eu une reprise aussi très forte des combats entre les FARC et l'État colombien, en précisant bien qu'il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de trêve, il n'y a pas de cessez-le-feu. En tout cas, en fait. Depuis le début, il n'y avait pas de trêve. Aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu qui a été déclaré la semaine dernière par l'État, puis par les FARC avant. Mais les combats continuent malgré tout sur le terrain. On en vient à présent aux conséquences de cette guerre d'une 50aine d'années. Je le disais, elle a fait au moins 220 000 victimes, dont 80% de civils. Donc c'est vraiment les civils, les premiers touchés. Effectivement, 220 000 morts, des chiffres aussi qui font peur en termes de personnes déplacées en interne. C'est le pays maintenant, après la Syrie, qui compte le plus de personnes déplacées au niveau interne. On estime entre 5 et 6 millions, c'est difficile à comptabiliser, de personnes, ce qui représente quasiment 10% de la population. Donc c'est effectivement un conflit qui a fait beaucoup de victimes, de prises d'otages, comme on les a connues pour nous avec Ingrid Betancourt, mais il y a eu plus de 25 000 personnes séquestrées en Colombie. Donc c'est effectivement tout cela qu'il faut prendre en compte à l'heure de comprendre le contexte colombien et tout l'enjeu de ces négociations. D'accord, donc c'est avant tout la population. Quels sont les effets aussi sur la société, plus largement, sur la société civile? Et ça, vous en avez peut-être aussi été témoin de certains aspects. On parlait de la longévité du conflit, donc de fait, c'est plusieurs générations dans les familles qui sont concernées. Il y a une certaine culture de la violence pour régler les conflits qui s'est installée, une banalisation aussi de la violence. Banalisation dans les familles, dans les... Oui, dans les familles, dans les quartiers, dans les villes, dans les parties rurales aussi. Donc il y a une certaine culture de la violence qui s'est installée. C'est un contexte, encore une fois, très compliqué. J'ai, pour ma part, connu dans la région où je travaillais, donc dans le département du Chocó, à la frontière du Panama, des familles qui comptaient en leur sein des enfants. Certains étaient chez les paramilitaires, l'autre, le petit frère, était chez les FARC, donc l'opposé. L'autre était militaire, donc de l'État colombien. Donc on comprend que ce conflit s'est transféré aussi dans le sein familial et du coup forcément dans l'éducation, dans les quartiers, dans les villes, et c'est comme ça que ça se répand aussi au niveau de tout un territoire. Du coup, c'est vrai que cette culture-là est un des défis pour la Colombie, comment transformer la culture du conflit par les armes, par la violence, en une culture de résolution par le dialogue. Donc ça se passera essentiellement, bien sûr, par les politiques publiques, par les négociations de paix, mais aussi par l'éducation au sein des familles vraiment et dans les quartiers. Il y a déjà des choses engagées. Est-ce que votre réseau fait ce type de travail déjà auprès des familles? Alors le réseau est une plateforme, donc un espace de concertation entre différentes ONG et associations avec vos françaises. partenaires locaux. Voilà. Alors je précise qu'il y a le Secours catholique, la CAT, et il y a également le CCFD Intersolidaire qui en font partie. Tout à fait. Donc ces associations mènent, j'imagine, des actions sur place. Voilà. Est-ce que ce type d'action aujourd'hui existe? Alors chacun des membres effectivement a ses propres partenaires sur place. Donc à la fois des communautés locales, des organisations locales ou des grandes institutions. Et il y a un travail qui est plus fait là au niveau politique, disons avec les organisations plus qu'avec des familles, mais c'est plutôt avec le milieu structuré de la société civile colombienne, et qui travaille donc sur des sujets très différents.
donc, qui appuie des organisations de femmes, des organisations de leaders paysans pour la restitution des terres, des défenseurs des droits humains, là aussi un pays très complexe à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs facettes de travail en termes de coopération internationale. Il y a déjà des choses qui sont lancées depuis plus de 25 ans maintenant, il y a une forte présence des organisations françaises en Colombie. Et on en voit les effets? Sur la question de la restitution des terres, par exemple, effectivement. Oui, donc il y a des effets, puisque les communautés locales, à travers les associations locales, font tout un processus juridique pour récupérer leurs terres, leurs droits de propriété. Et à ce niveau-là, c'est effectivement, notamment, évidemment, pas seulement, mais notamment la coopération internationale à travers les ONG qui a permis de faire ce travail-là. On en voit un petit peu les résultats, mais c'est très long. Alors l'Église colombienne qui intervient dans le processus de paix, c'est aussi un acteur clé dans la reconstruction du pays. C'est ce que nous explique le père Bernardo Colmenares, prêtre colombien qui vit en France depuis 10 ans. Il a travaillé pour le diocèse de Medellín. On l'écoute. Déjà, je pense qu'il y a un exercice dans la pastorale sociale nationale colombienne, c'est de mettre en valeur tous les petits travaux, les engagements, les initiatives de paix partout dans le pays, pour que cela puisse se voir, être connu, reconnu et repris par d'autres diocèses, par d'autres régions, par d'autres communautés locales. C'est très important de mettre en valeur toute cette créativité. Et pour qu'il y ait de nouvelles possibilités de paix et de réconciliation. Et on sait bien que la paix n'est pas tout simplement une paix signée. La paix est toute une construction. Et le conflit ne va pas finir, les difficultés ne vont pas finir avec une signature. Elle est très importante, cette signature. Mais c'est important aussi de continuer et qu'il y ait une paix authentique et toujours en construction. Une paix authentique est toujours en construction. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça passe par quoi? On a bien compris que voilà, le chantier était assez immense, mais à quelles conditions cette paix sera possible? Tout un processus. Et effectivement, le terme de construction est vraiment le terme approprié quand on parle de construction de la paix, justement. Donc les négociations de paix, c'est une chose. S'il y a un accord, encore une fois, ce n'est qu'une annonce. Hein. On attend un accord avant le 23 mars 2016, c'est ce qui a été annoncé. C'est un accord entre deux protagonistes, deux belligérants, mais après, toute la partie de construction de la paix sur les territoires, c'est le prochain défi et c'est un peu ce qu'on proclame, nous, en tant que réseau de la société civile française, c'est que ça ne sera qu'un début et que presque le plus dur sera à faire pour les Colombiens, donc de construire une paix qui ne soit pas, qui soit une paix positive, c'est-à-dire qui ne soit pas la simple absence de guerre, mais vraiment la création, l'émergence et la consolidation des conditions sociales, économiques, démocratiques qui permettent véritablement aux Colombiens de vivre en paix et en harmonie, puisque c'est vraiment des causes structurelles qui ont entraîné le conflit. Et c'est à cela qu'il va falloir répondre, donc pas seulement par un accord, sachant qu'il y a encore une guérilla qui n'est pas en processus de négociation, rappelons-le, et le problème des paramilitaires qui, même s'il y a eu une démobilisation dans les années 2000, n'est pas réglé, loin de là. Donc il y a encore beaucoup d'acteurs armés en Colombie, et encore une fois, surtout des causes structurelles à réparer. Et elle viendra d'abord et avant tout de l'intérieur de ce pays, même s'il y a des aides internationales. Les Colombiens eux-mêmes, ils sont acteurs de cet avenir aujourd'hui. Oui. Il y a des personnes qui émergent, qui se mobilisent. Et depuis longtemps. Oui. Alors malheureusement, ce n'est pas ce qu'on montre souvent à l'international, dans les médias. Au-delà des clichés, on va dire, des représentations qui sont en partie vraies, évidemment, mais sur la violence, il y a surtout un tissu de la société civile, d'associations, de communautés, que ce soit avec l'Église ou pas, mais en tout cas qui est très très dynamique depuis bien longtemps, aidé en cela par la communauté internationale, les ONG, mais qui est en interne vraiment très fort, en Amérique latine en général, en Colombie en particulier, et qui a su créer beaucoup d'alternatives face au manque de présence de l'État. Et il y a beaucoup d'acteurs du coup qui ont émergé, qui sont parfois nos partenaires et qui viennent en France régulièrement. Donc on fait aussi ce travail de sensibilisation pour montrer ce côté-là de la construction de la paix en Colombie, qui en plus, je pense, aurait beaucoup à nous apprendre à nous, en France, en Europe. Et je crois qu'il faut d'abord se féliciter s'il y a un accord de paix, étant donné le contexte international un petit peu morose en ce moment, de voir qu'après 60 ans de conflit, un peuple est capable de se réconcilier et de signer un accord de paix. Mais après, effectivement, il faudra rester très vigilant sur ce qui va se passer sur les territoires.
Merci beaucoup Olivier Lagarde pour votre décryptage. Si vous souhaitez en savoir plus sur le réseau France-Colombie Solidarité, eh bien, un site internet qui s'affiche sur vos écrans, réseaucolombie.org. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur notre site ktotv.com. Très belle soirée à tous. Au revoir. Merci.